Salut tout le monde, alors on est au festival Out of the Books, première journée du festival qui a bien démarré. Il y a même un peu de soleil ici qui passe par les fenêtres, donc c'est plutôt agréable. Alors au programme de ce podcast, on va parler des intelligences artificielles. Alors on en a déjà pas mal parlé et c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est super important, super intéressant. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est un outil pour les profs et pour les élèves, comment on va pouvoir l'exploiter en classe et voir si on peut peut-être s'inspirer d'autres pays. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Duquesnoy. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu as fait une conférence ce matin qui a eu un vif succès, me semble-t-il. Il semblerait, en tout cas la salle était bien pleine et les gens avaient l'air relativement satisfaits en tout cas, donc c'est une bonne chose. Alors c'est vrai que le sujet des intelligences artificielles, on va peut-être d'abord te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors Maxime, je ne vais essayer de pas faire d'erreur, donc tu es technopédagogue pour l'enseignement d'adultes au CEGEC. C'est bien ça, oui. Je travaille pour la direction d'enseignement pour adultes au CEGEC et mon rôle est d'accompagner les établissements d'enseignement pour adultes dans l'utilisation du numérique au niveau des enseignants et des apprenants. Et évidemment, la question de l'IA en ce moment est évidemment très présente et interroge beaucoup au niveau des écoles. Alors c'est un peu ma première question parce que c'est vrai que le sujet questionne, il peut enthousiasmer, il peut aussi faire peur à certains moments, mais en tout cas c'est de savoir est-ce que c'est un outil porteur pour les défis de l'école, c'est de se dire est-ce que finalement l'IA va aider les enseignants pour tous leurs défis du quotidien, toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir, est-ce qu'on doit le percevoir de cette façon-là, cette intelligence artificielle ? En tout cas, je pense qu'il faut l'apercevoir comme un outil qui existe dans la société et ça reste une des premières missions de l'école, c'est de former des citoyens qui seront capables de se débrouiller dans la société à la fois en utilisant des outils tels que l'IA, mais aussi en pouvant aborder les choses avec un esprit critique, avec du recul. Et donc, l'IA fait pleinement partie, je pense, et j'en suis persuadé, des défis de l'école, en tout cas dans le fait de traiter le sujet. Après, évidemment, l'IA peut devenir un outil pour les enseignants à bien des niveaux, pour différencier les apprentissages, pour avoir d'autres idées, pour produire du contenu qui soit textuel, en images, en vidéo. Et il y a énormément de choses à exploiter au niveau de l'IA dans l'enseignement, parfois pour simplifier certaines démarches. Évidemment, comme tout apprentissage, au début, ça prend du temps. Et on a l'impression parfois de perdre du temps avec l'IA. J'ai souvent des enseignants qui me disent « Oui, mais finalement, ça allait plus vite quand je faisais tout seul. » Mais c'est les mêmes discours que j'ai entendus à une époque, quand il y avait une recherche sur Google, ou quand on faisait un document dans Word, où les gens me disaient « Oh, avec mes stencils, ça allait tellement plus vite quand j'écrivais sur le carbone. » Mais évidemment, tout apprentissage prend du temps et c'est normal. Oui, c'est ça. Comme tu dis, les premières fois que tu pratiques quelque chose ou que tu mets en place quelque chose, forcément, ça prend un petit peu plus de temps, un peu plus d'énergie, un peu plus d'efforts attentionnels. Plus d'efforts, plus de comprendre les codes aussi, parce que dialoguer avec une IA, on parle de prompt, mais finalement, c'est toute une série de consignes. Mais il faut être clair, il faut être précis, il faut pouvoir contextualiser la demande, etc. Et finalement, tous ces éléments-là, on ne les a pas toujours en tête quand on débute. Et donc, c'est vrai qu'on a des réponses finalement où on se dit, bon, c'est assez bateau, ça ne répond pas à mes besoins. Et quand on dépasse ces premières étapes, quand on creuse un peu plus, on voit que oui, finalement, on va obtenir des résultats relativement intéressants. Maintenant, évidemment, ils seront toujours à mettre sous l'œil de l'enseignant et de son expertise pédagogique. L'IA n'est pas un prof. L'IA est un outil qui produit des contenus, et c'est déjà pas mal. Et évidemment, les contenus seront en fonction de ce qu'on va lui demander, avec la précision, avec les objectifs qu'on va lui demander pour obtenir quelque chose. Oui, c'est important que tu précises, c'est pas un prof. Le but n'est pas de prendre la place du prof, mais plutôt d'être un outil au service de l'apprentissage. Et comme tu dis, on peut pas l'ignorer, on peut pas le nier, mais c'est vraiment un outil au même titre que on peut estimer que Wikipédia est un outil. Wikipédia, on pourrait le critiquer en disant oui, mais c'est pas toujours valable comme information, etc. Et finalement, quand on dépasse ça, on se dit que c'est un outil d'écriture, d'expression pour les élèves qui nécessite une recherche documentaire, un esprit critique. Analyser un article de Wikipédia, le corriger, c'est tout un travail de recherche, de formulation, de syntaxe, de grammaire, etc. Et finalement, l'IA est un outil autre, un peu complémentaire à ce qu'on va faire avec Google, avec Wikipédia, avec des ouvrages, simplement qui ira puiser dans d'autres bases de données, qui formulera ses réponses différemment, mais qui en aucun cas ne va remplacer les profs. On est avec une machine.
Oui, tout à fait. Euh, des pays précurseurs, parce que je crois que nous, enfin, on démarre un peu comme un peu partout, j'imagine, mais est-ce que t'as en tête des pays un peu précurseurs qui auraient déjà testé plus de choses au sein de l'enseignement? Je crois que tous les pays sont pour l'instant dans une grande réflexion. On a souvent tendance à aller voir du côté du Canada ce qui s'y passe, et ils sont dans une réflexion finalement assez proche de la nôtre. Avec parfois quelques moyens supplémentaires pour communiquer ou pour former les enseignants par rapport à ça. C'est vrai que peut-être que la limite qu'on a en Belgique, c'est parfois la formation. Et des journées comme aujourd'hui permettent à chacun de se former en grand nombre. On voit qu'on est plus avec une question de personne qu'avec une question de pays. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une ère, et chaque révolution technologique finalement fait ça, avec une ère de pionniers qui vont aller explorer, relater ce qu'ils ont fait, analyser. On est encore aussi, dans le cas de certains pays, dans une position de défiance, où on a peur de l'IA, et finalement, plus que les aspects pédagogiques, c'est les aspects, on peut dire presque répressifs, ou en tout cas de censure de l'IA qui sont interrogés. Mais on voit que ça bouge de tous les côtés, avec la difficulté que c'est une technologie qui évolue tellement vite que finalement, quand on pense avoir appris quelque chose, un mois, 2 mois après, autre chose vient se rajouter et finalement continue de pouvoir faire creuser encore un peu plus les choses. On voit aussi, et ça je trouve que c'est très très chouette, c'est qu'au-delà des pays, finalement, il y a pas mal de collaborations qui se mettent en place. On voit bien qu'il y a des réseaux d'enseignants autour de l'IA qui se mettent en place entre le Canada, la France, la Suisse, la Belgique. Finalement, les pays francophones se rejoignent sur ces mêmes interrogations, avec des questionnements éthiques, philosophiques, pratiques, qui reviennent un petit peu partout de la même façon. Top. Je sais que tu es tout le temps dans les écoles quand même, tu travailles beaucoup avec les enseignants aussi. C'est quoi les atouts majeurs en fait pour toi, enfin si tu devais me donner les plus pour les profs en fait. Qu'est-ce que pour toi tu mettras en évidence? Clairement, ce que je remarque le plus, c'est que ça permet de la création de contenu adapté aux besoins et à la situation des enseignants. Un exemple typique que je prends souvent, c'est je suis prof de langue étrangère et j'ai besoin d'un texte sur une thématique particulière pour voir un point de grammaire particulier. Si je dois inventer mon texte de A à Z, ça me prend des heures. Par contre, avec l'IA, ça va me prendre 2 minutes. Et je vais pouvoir du coup réfléchir à mon approche didactique. Le contenu du texte, je l'aurai. Mon outil de base, je l'aurai. Et je vais pouvoir justement investir mon temps sur mon corps de métier, évidemment. Comment est-ce que j'utilise cette ressource pour donner cours? J'accompagne pas mal de profs dans le secteur des soins aux personnes, des soins infirmiers. Et là, on demande beaucoup de travail sur des études de cas. Et pour avoir dû le faire avec des collègues, c'est extrêmement long parce qu'il y a plein de critères, etc. Là, les critères, on peut les mettre dans l'IA et avoir au moins une structure de base qu'on va venir enrichir avec notre expertise, avec nos objectifs à atteindre, mais on ne part pas d'une feuille blanche. Et ça, je trouve que c'est vraiment un outil extrêmement pertinent pour les enseignants. Ça peut enlever ce syndrome de la page blanche et avancer et se dire, voilà, je ne perds pas mon temps à produire un contenu qui finalement n'est que une première marche, voilà, qui n'est que au service, et je vais vraiment axer mon travail, ma réflexion sur mon métier en tant que tel. Comment est-ce que je transforme cette ressource en une ressource didactique et pédagogique au service de l'apprentissage? Ok, top. Alors, ma question parce que je te connais un petit peu, c'est tes petits trucs, astuces, tu vois, les petits trucs, les petits outils concrets que tu as envie de faire découvrir. Alors, on avait parlé de Quiz Wizard, dont tu m'avais parlé, donc j'ai été chipotée, etc. Et je trouvais ça assez génial comme outil. Tu aurais un autre petit outil là à conseiller où tu dirais, tiens, ça, c'est un petit coup de cœur ou un petit... Un outil assez coup de cœur pour moi en ce moment, c'est Quiziz, qui est un outil de quiz en ligne qui était connu bien avant l'IA, mais qui a intégré dernièrement l'IA. Et un peu dans la même manière que Quiz Wizard, on va pouvoir lui soumettre un document, un lien, un texte, et lui demander de préparer déjà un début de quiz pour les élèves. Et là, c'est un gain de temps énorme parce qu'il va nous proposer le quiz dans l'environnement, et finalement, je vais faire les retouches dans les questions, mais en quelques minutes, je vais avoir un quiz à proposer à mes élèves en évaluation formative. En plus, dans un environnement qui, en général, plaît beaucoup aux élèves, même aux adultes. Et donc, ça, c'est vraiment un outil que j'emploie énormément en ce moment.
Un autre outil qui séduit beaucoup les enseignants, c'est Magic School. Et là où on a finalement toutes ces fonctions qu'un enseignant attend. Tiens, prépare-moi des questions par rapport à une vidéo YouTube. Donne-moi un plan de cours sur telle ou telle matière. L'outil est séduisant au premier abord. Maintenant, je trouve qu'il montre très vite ses limites. Mais c'est un bon outil pour finalement comprendre ce que l'IA peut proposer. Un outil qui va être un marchepied pour aller après vers des IA génératives de type Copilot, ChatGPT, Gemini, Perplexity, où là, on va faire des prompts, des demandes plus élaborées, mais Magic School peut en tout cas permettre de voir ce que l'IA peut proposer, et c'est vraiment pensé pour les enseignants. Donc en fait, généralement, les enseignants s'y retrouvent assez bien. Une petite chose aussi que je trouve pas mal, c'est que Magic School était prévu pour les enseignants, et là, maintenant, ils l'ont décliné pour les apprenants. En se disant, l'outil, finalement, c'est un outil d'étude. Un élève qui doit étudier son cours de sciences pourrait très bien le proposer à l'IA pour que l'IA lui propose un QCM pour réviser son contenu. Et donc, c'est aussi une bonne manière de voir que l'IA est au service aussi de l'apprentissage côté apprenant. Oui, donc ça, c'est chouette parce que du coup, on peut donner l'outil aussi à ses élèves. Donc, se familiariser, introduire, c'est une manière aussi de parler d'intelligence artificielle finalement avec ses élèves. Finalement, ces outils de Quiz Wizard, de Quizzes, de Magic School, il faut les montrer aux élèves. Évidemment, quand ils ont un âge pour comprendre et pour pouvoir maîtriser les choses, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. On leur dit qu'il faut étudier. Là, on a un outil qui va les aider à structurer leur étude en proposant des questions, en les corrigeant. Et donc, c'est aussi une très bonne méthode d'apprentissage, tout en leur disant qu'il y a une limite. Ce sera une aide à la mémorisation éventuellement, mais qu'il n'y a pas que ça. Mais ça peut, en tout cas, soulager ou donner des pistes dans l'étude ou dans l'apprentissage. Parce que au final, c'est quand même cette idée qu'il faut en parler, parce que tu parlais encore de certains pays aussi qui ont peur, et je pense qu'il y a encore parfois certaines personnes qui ont peur, c'est-à-dire, tu l'as dit d'entrée de jeu, ça fait partie de la société, enfin l'ignorer ou prétendre que ça n'est pas là, ou on ne peut plus en fait. On ne peut plus, et puis, soyons honnêtes, est-ce qu'on boycotte l'IA au quotidien ? Dans la conférence, j'en parlais en parlant de Waze, qui utilise l'IA, qui aujourd'hui aurait envie de revenir aux cartes papier, de ne pas utiliser Waze ou une application de GPS pour se déplacer. Finalement, l'IA, on l'utilise. Parfois, on l'utilise sans le savoir. Elle est présente finalement dans notre quotidien. Et ne pas en parler, c'est nier une réalité du quotidien. Et donc, c'est empêcher finalement une formation à l'esprit critique, à la nuance, à la prise de recul. Et donc, il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut pas non plus tomber dans la béatification totale de l'IA en se disant que c'est la solution à tous les maux. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est un défi de l'école et une responsabilité de l'école que de pouvoir expliquer comment ça fonctionne, ses avantages, mais aussi ses limites et tous les biais que peut représenter l'IA dans ses réponses ou dans ses productions. Oui, c'est ça, parce que tu parles de pensée critique. Comme tu le disais, ça donne de l'information, ça va peut-être pousser la réflexion, mais je ne prends pas forcément la réponse pour argent comptant. C'est-à-dire, ça peut être une base qui va me permettre d'aller plus loin. Que la recherche de Google ne sera la réponse absolue. On sait très bien que si on cherche une maladie sur Google, on aura Doctissimo et d'autres sites qui vont nous faire penser qu'on a toutes les maladies du monde. L'IA aura ses propres biais, ses propres limites. Elle sera un outil de réflexion. Et donc, je trouve extrêmement intéressant que de confronter sa réflexion, sa pensée à l'IA, et puis d'aller plus loin, se dire, est-ce que ce qu'elle me propose est cohérent par rapport à d'autres écrits, par rapport à mes valeurs, par rapport à ma réflexion ? Mais voilà, ça devient une source supplémentaire qui ne remplace pas les autres, à mon avis, mais qui vient permettre d'affiner sa propre recherche ou sa propre réflexion. Tout à fait. Alors, je t'embête avec une dernière question qui est plus liée aux parents. Mais je me posais la question, en fait, en préparant le podcast, de me dire, finalement, les parents aussi, parce que l'école ne va pas pouvoir se charger de tout non plus par rapport aux intelligences artificielles. Tu disais, il y a une formation, il y a une introduction, une prise de connaissance, etc. Je me dis, la posture du parent, c'est aussi à la maison de faire découvrir tout ça, de leur montrer des outils, de les faire tester, de les utiliser ensemble, en famille. Ce serait quoi ton conseil aux parents qui se disent, tiens, moi, en fait, ouais, j'aimerais bien faire découvrir ça. En tout cas, j'aimerais bien en parler avec mes enfants. Est-ce que il faut les rendre acteurs? Il y a un âge que tu parlais d'un âge aussi Je pense qu'il y a à un certain moment, et je crois que même l'âge devient de plus en plus jeune. Je vais prendre un exemple vraiment du quotidien des familles. C'est toutes les propositions que Netflix va faire après avoir regardé un film, une série ou autre chose. Derrière, ce sont des algorithmes des IA. C'est de pouvoir dire à l'enfant, tu sais, quand tu regardes ça,
C'est un choix d'IA qui te propose d'autres. Est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est ça que tu veux? En tout cas, faire prendre conscience que ce n'est pas magique. Et on sait bien que les enfants, on va dire jusqu'à 6 ans, 8 ans, seront dans une pensée magique. Donc, à un moment donné, il faut attendre. Mais je pense qu'à partir de 8 ans, c'est important de les sensibiliser en disant ne clique pas bêtement sans savoir pourquoi ça apparaît. Et ça peut être un simple apprentissage comme ça. Ça peut être finalement au quotidien, si en tant que parent, on se sent plus à l'aise, de dire, tiens, on va aller ensemble sur ChatGPT, mais on va lui donner des commandes ensemble. Et j'insiste sur le côté ensemble. Je pense que l'IA, c'est comme les écrans, comme beaucoup de choses, à l'importance d'accompagner l'enfant dans sa démarche et de le faire en famille. Tiens, et si on lui posait des questions ensemble? Tiens, on a parlé d'aller voir l'atomium, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Et on va regarder, et on va confronter. Et puis quand on ira voir l'atomium, on verra si c'est la même chose. On peut aussi à la maison, si on se sent à l'aise, demander à l'IA de jouer un rôle de tuteur. J'ai déjà testé. On dit à l'IA, tu es tuteur de mon enfant de 5e primaire, tu vas l'aider à réviser l'étape de multiplication. Propose des questions, mais on va lui donner une consigne en plus. Ne donne pas la réponse. Attends que je saisisse les réponses et seulement après, tu me proposeras des pistes pour comprendre mes erreurs. Et là, l'IA devient un tuteur. On sait bien que dans certains cas, si l'enfant doit faire des équations du second degré, tous les parents ne se sentent pas à l'aise pour l'accompagner. On peut aussi utiliser l'IA comme un outil supplémentaire, mais je trouve que c'est extrêmement important de le faire avec l'enfant, de ne pas le laisser se débrouiller seul et au contraire de se dire oui, c'est un outil qu'on rajoute en plus dans la maison et qu'on va pouvoir explorer ensemble. Et finalement, je parlais de Waze tout à l'heure, c'est aussi sensibiliser les enfants à se dire quand on utilise cet outil-là, est-ce qu'il est pertinent? Parfois, il nous fait prendre un plus grand chemin et qu'on connaît de tête un raccourci qui nous permet d'arriver au même endroit. N'écoute pas bêtement la machine, mais continue à réfléchir par toi-même et à avoir un esprit critique et du recul par rapport aux réponses. C'est chouette parce que j'entends d'un côté le côté critique, de se dire finalement c'est à la base de la pensée critique et d'amener l'élève justement, son enfant finalement à réfléchir à tout ça. Et puis des activités très concrètes, de se dire on planifie une activité en famille, tiens, moyen de présenter l'IA, de voir ce qu'elle propose, de voir les limites finalement de l'outil et de voir qu'elle ne fera pas tout. Tout à fait. Et parfois, on sera séduit. Si vous demandez, tiens, je veux aller visiter Bruxelles, donne-moi 10 activités qui sortent des sentiers battus pour justement éviter l'atomium ou Mannequin Peace, on sera peut-être séduit par ce qu'il va nous proposer. On sera peut-être déçu lors d'une visite. Mais finalement, si on le prend pour ce que c'est, c'est-à-dire un outil, ce sera ni mieux ni moins bien que le bouche à oreille du voisin qui aurait été à Bruxelles la semaine d'avant, qui vous aura dit « je suis allé voir Zinokopis ». On sera peut-être déçu en voyant le petit chien dans la rue, mais finalement, on aura vécu une expérience et il faut le prendre pour ce que c'est et pas se dire « oh là là, quelle saloperie, je n'ai pas eu ce que je voulais ». Mais l'IA reste une machine, elle ne connaît pas vos sentiments, vos émotions, vos goûts et donc, de fait, va vous proposer des choses qui répondent à votre questionnement, à votre demande. Elle sera toujours finalement une machine qui répond à une question. Si je n'ai pas été précis, j'aurai une réponse imprécise. Si je lui ai demandé quelque chose qui sort des sentiers battus, je l'aurai, ça ne me le plaira peut-être pas, mais finalement, j'aurais peut-être fait une découverte. En tout cas, je retiens un mot, c'est de le faire ensemble et de pas laisser l'enfant seul par rapport à la gestion de ça, de vraiment le faire ensemble en famille, avec un parent en tout cas, comme tu dis, un peu comme la gestion des écrans, comme la gestion de toute une série d'autres choses et de le faire comme une activité plutôt ludique, chouette et au service aussi d'une activité familiale qui peut être programmée. Et même, je dirais, pour un adulte qui se lance, le faire avec d'autres adultes et parfois aussi moins stressant et l'occasion finalement de discuter parce qu'il faut prendre certaines IA génératives comme une discussion et donc je discute avec une machine mais j'ai aussi 2 collègues à côté de moi et on va discuter ensemble de la réponse qui est proposée, de sa pertinence et finalement faire des tests ensemble, on se rend compte que ça permet de démystifier aussi en tant qu'adulte les choses. Je trouve que finalement on peut retrouver de la collaboration à travers l'IA. On donne souvent un aspect déshumanisant, mais finalement, on reste décisionnaire de ce qu'on fait en tant qu'humain. Et si on veut y mettre de la collaboration, on pourra l'y mettre. Et puis, il y a la fameuse rédaction de ce prompt où moi, je me dis, il y a quand même des compétences aussi d'expression écrite quand même. Il faut quand même clairement se faire comprendre. Et comme tu dis, on n'écrit pas un prompt n'importe comment. Donc, si on veut avoir une recherche plus affinée, plus précise, il faudra faire quelque chose de qualitatif. On est vraiment dans l'enjeu, mais qui est l'enjeu de base de l'enseignement. Apprendre à s'exprimer clairement, à faire passer un message, à lire et à comprendre et à mettre en perspective une lecture. Et là,
on a vraiment finalement une réponse directe. On a parfois des élèves en secondaire qui soupirent en disant « mais on me fait écrire, ça sert à quoi ?» etc. Là, on te fait écrire, si tu n'écris pas correctement, et quand je dis correctement, je ne parle pas de grammaire, d'orthographe, mais vraiment de formulation d'idées, de syntaxe, de précision, tu n'auras pas. Et donc, tu n'auras pas le résultat que tu attends. Je trouve qu'un très, très bel exercice, c'est d'utiliser des IA génératives d'images et de dire à des adolescents, décris-lui ce que tu veux. Et très souvent, ils sont déçus parce qu'ils se limitent à 3-4 mots. Et on dit, oui, mais ce n'était pas suffisamment précis. Retravaille, précise ta pensée. Tu veux un visage, mais un style manga, un style film, un style photo. Tu veux comment veux-tu que soit le nez? Et finalement, on va aller travailler tout le langage de la description que les profs de français voient dans la description, un nez aquilin, etc., pour obtenir une image. Et on peut le travailler aussi par rapport aux sciences, à l'environnement, etc. Et chaque fois, l'élève, le participant, l'apprenant sera confronté à l'importance de s'exprimer clairement. Et finalement, c'est une compétence du 21e siècle, mais qui est déjà là depuis très longtemps, mais qui n'est que réaffirmée par l'usage de l'IA aujourd'hui. Bon, mille merci Maxime. Je suis jamais déçue, de toute façon, quand je t'écoute, je repars toujours avec des chouettes idées. Mille merci en tout cas pour tous ces conseils. Le podcast, donc je rappelle que vous pouvez l'écouter sur toutes les bonnes plateformes. Nous, on se retrouve dans très peu de temps pour un nouveau podcast. À bientôt Maxime. À bientôt Sophie, merci beaucoup.